Le fait d'avoir perdu mes parents jeunes, c'est aussi pour que je prenne conscience de la valeur de la vie, quoi. C'est très bête, hein, mais je me suis vraiment posé, moi, en oubliant le monde entier, la pression des parents, la pression de qui on veut, de tout le monde. Ouais. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que je veux? Vraiment, c'est très simple. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux demain? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie globalement? Et comment je veux vivre ma vie aussi? Et petite phrase de Rocky, parce que j'adore Rocky. Je crois qu'il a dit à un moment, il n'y a personne qui frappe aussi fort que la vie. Voilà. Là, c'était un peu compliqué dans le sens où, du coup, je travaillais toujours chez De Red, donc que le samedi, donc je devais gagner, je pense, peut-être 350 € par mois à tout casser. Donc pour le coup, je vivais sur mes économies pendant le temps de trouver un travail, quoi. Ouais. Bon, en fait, honnêtement, une fois que la chaîne était lancée, je m'étais dit que si j'avais su à quoi m'attendre avant de la lancer, je l'aurais sûrement pas fait. On va commencer par comment en es-tu arrivé là, justement? Là, dans la boutique? Oui, même dans cet univers déjà. Juste pour savoir, ce sera retranscrit Alors, parce que ça peut être très très long. Je Je sais pas si on fait la version longue ou la version courte. On peut faire la version longue, de toute façon Ok. j'enregistre et ensuite je le Ça marche. ou alors ce sera, enfin, voilà. En tout cas, ce Ok. sera par écrit. Ok. En fait, comment ça s'est passé? Si on remonte au tout départ, mon père il travaillait toujours en costume, mais il s'en fichait un petit peu quand même. C'était vraiment plus l'uniforme. C'est pour ça que le costume maintenant revient beaucoup, parce qu'avant c'était beaucoup une contrainte. Et, Oui, c'était formel. là c'était son cas. Alors, il le mettait par contrainte plus que par plaisir. D'accord. Et pour le coup, ma mère elle adorait toucher les matières. Donc vraiment, c'est un geste que je garde aussi. La première chose que je fais quand je rentre quelque part, c'est vraiment de toucher la matière. Avant même de regarder la coupe, le tissu, juste je touche pour voir s'il se passe quelque chose ou pas. Donc je pense que... Ouais, c'est ça. Donc si on remonte vraiment très très loin, je pense que ça part de là. Après, vestimentairement parlant, tout ce qui est collège-lycée, je m'en fichais totalement. Vraiment, il y avait tout ce qui était les modes à l'époque, c'était les pulls Abercrombie, etc. Oui. Donc moi, je suivais pas la mode et je m'en fichais de comment je m'habillais. C'était pas quelque chose qui était important. Voilà, c'était pas un sujet plus que ça. Après la fac. Donc la fac, on arrive en fac de droit. Et c'est pas un mythe, mais il y a pas grand monde qui porte le costume en fait. Hein. Ça Il y a- m'étonne pas. ouais. On s'imagine tous les mecs en costume, les femmes en tailleur. C'est effectivement l'image. C'est pas comme ça du tout. Il y en a toujours un ou deux, c'est toujours comme ça. Oui. C'est comme en hiver. Il y en a toujours un Ouais. qui sort du lot comme ça. Exactement. en costume. En hiver, on connaît tous quelqu'un qui met un t-shirt, c'est un peu ça en droit. Donc il y a toujours un ou deux costumes, même les profs portent pas forcément un costume. Première année, pareil, le vêtement c'est pas un sujet. Et en fait, en deuxième année, il y a un gala de droit du coup qui est organisé. D'accord. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas spécialement de chemise blanche. Mhm. Une chemise blanche. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me dis, il y a des boutiques à Caen. Alors, avant, j'étais à Grandville, du coup, il y avait vraiment pas beaucoup de boutiques. À Caen, j'arrivais, j'ai l'impression qu'il y avait le monde entier à Caen, c'était super. Mais je me suis dit, en vrai, il doit y avoir d'autres boutiques qui sont pas à Caen, qui sont quelque part ailleurs. Enfin, petit moment de lucidité. Et donc, je cherche sur Internet, je sais plus exactement ce que je tape, mais quelque chose comme chemise blanche, bonne qualité. D'accord. Comme si, bref, je mets chemise blanche bonne qualité C'est ou déjà un début. Hein. ouais, donc ça commence comme ça, vraiment ou acheter une chemise blanche ou belle chemise, quelque chose comme ça. Et en fait, je tombe sur un article de Bonne Gueule à l'époque, D'accord. ils étaient tous très bien référencés dans leurs articles, Ouais. qui parle de la chemise blanche. Et en fait, je tombe sur l'article et en fait, je découvre, ils avaient fait une sélection de marques ou par catégorie de prix, etc. Et je découvre des marques que je n'ai jamais entendu parler. Donc il y a du Ast, Sud Supply, Boji, Pini Parma. Il y a... T'es déjà perdu. Et je me dis, qu'est-ce que c'est vraiment? J'ai jamais entendu une seule fois de ma vie des marques comme ça. Donc je regarde un petit peu. Et en fait, comme dit Gouja-Comé, normalement on tourne dans la marmite. Et en fait, on voit qu'eux, ils commencent à s'intéresser aux points de couture au centimètre, au nom d'écoles de chemise, aux coutures anglaises. Est-ce que tu soupçonnes pas du tout? Ouais. Moi, je tombe là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, c'est un univers qui est inconnu. Et ça... Ouais, c'est ça. Et ça a l'air infini. Et je trouve ça génial. Et en fait, je commence à dévorer tous les articles pas possible. Enfin, je dévore tout ça. Et il s'avère que j'avais un collègue, du coup, à la fac, enfin, un collègue de bande de rang, et qui lisait aussi Bonne Gueule. Alors là, c'était la surprise. Lui, j'ai remarqué qu'il avait un petit sens du style quand même. Il s'habillait toujours avec une petite chemise, un jean, des derbies. Il avait un style un peu classique workwear, un peu dans cette idée-là, quoi. Qui reste... Ouais, il avait un petit style. Il avait un petit style à l'époque. Et du coup, en fait, on parle quasiment que de ça tout le temps. Vraiment, on parle de ça H24. Et je me rappelle, c'est lui qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Il m'a dit que pendant les études, j'avais dit que si je faisais pas du droit, je serais tailleur. Donc, ah, il y avait déjà un début. Il y avait un début parce que je. T'es pas très conscient. Ouais, il était là. exactement. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et donc, pareil, on se renseigne. Même quand on veut faire des achats, on se parle mutuellement. Vraiment, on est deux et on est à fond là-dedans.
À un moment, je crois que c'est... Ouais, pareil, j'essaie de réfléchir dans le bon sens. Il y a Ugo Giacomi qui parle de... Je crois que c'était Liverano et Liverano, qui est en Italie, qui est un tailleur, qui ouvrait une formation de tailleur. Et je crois même avoir envoyé un mail. Je sais pas si je peux le retrouver, mais je crois avoir envoyé un mail juste pour savoir comment ça se passe, un petit peu, pour prendre des infos. C'était quand même curieux, là. Ouais, et le costume, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, ouais. Ça me plaisait beaucoup, et en fait, en parallèle des études, je travaillais chez Devred, et juste le samedi, en contrat étudiant en renfort. Et en fait, bon, même si c'est pas les costumes qui me plaisent particulièrement, le fait d'habiller en tout cas les hommes en costume et de les voir contents. Après, moi, ça me plaît pas personnellement. Ah, mais c'est déjà un pied Ouais, exactement. En fait, on voit toujours le switch quand ils essaient un costume qui leur va à peu près, en tout cas, et que, ouais, on voit qu'il se passe quelque chose, on voit que ça leur fait plaisir, et je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. J'imagine que c'est leur génial sur toi. Ouais, exactement. Ça, vraiment, j'adorais. Et en plus, pour le coup, j'étais vraiment dans une approche. Je suis pas vendeur du tout. Je suis un très très mauvais vendeur. Mais je pense que je suis pas trop mal en conseiller. Et en fait, j'étais typiquement en termes de tout ce qui était indice de vente, vendre le chèche, la petite bretelle, la petite paire de chaussettes. Vraiment, j'étais extrêmement mauvais là-dessus. Le client, il vient pour un costume, il repart avec un costume. Mais par contre, je donnais tout ce que j'avais pour trouver le bon costume. Donc même si parfois on n'avait pas, ça m'empêchait pas de le dire. Si on cherchait et que c'était pas ce qu'il cherchait, je forçais pas du tout les ventes. Trop honnête pour être vrai. Ouais, exactement. Mais j'étais quand même finalement dans les meilleurs vendeurs. Ah. Parce que je pense que le conseil, etc., les gens... quand même qu'il y avait une différence, au moins sur l'honnêteté. Je pense que les gens me faisaient confiance en tout cas, et ça se ressentait, je pense, du coup, au final sur les ventes. Donc ça, c'était chouette. Donc c'est un mélange de tout ça. Et comment ça se passe après? Donc vendeur de vrai, de Liverano. Et ouais, je pense que la prochaine étape après, c'est l'ouverture de la chaîne YouTube. Alors ça, c'était une sacrée étape. Donc c'était pendant le confinement, c'était 2020 du coup. Je trouve la date, il me semble que c'était pendant le confinement. Du coup, j'étais dans mon appart au Crous. Et je sais pas pourquoi, en fait, je me rends compte que je parle tout le temps de vêtements en costume avec mon collègue du coup. Et en fait, je sens que j'ai vraiment besoin d'en parler à plein de monde. En fait, on n'est que tous les deux. Et je me dis, il y en a sûrement d'autres à qui ça parle. Et je me dis, je vais faire des vidéos, même si on est 3 sur la vidéo. C'est pas grave, au moins, ce sera 3 de plus qu'actuellement. Au moins, t'es timide. Oui, exactement. En fait, c'était une approche un peu particulière parce qu'en fait, vraiment, à l'origine, je suis hyper timide. Je suis quelqu'un de très renfermé. Et en fait, la chaîne YouTube, c'était un peu c'était un peu un énorme challenge. Et c'était, en tout cas à l'époque, la chose qui me faisait le plus sortir de ma zone de confort au possible. J'imagine, parce que même te revoir quand tu fais le montage, ça doit être sacrément. Ça, c'est rigolo, ça. Non, ça, c'est rigolo. Ouais, puis je me dis vraiment, il y a tous ceux qui m'ont connu au collège, lycée, vraiment, ils savent que je suis hyper timide, ils m'ont connu comme ça. Et voir la chaîne YouTube, il fallait passer quand même pas mal d'étapes. Fallait passer pas mal d'étapes mentales sur qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, enfin, toutes ces étapes-là. Et en fait, la chaîne YouTube, c'était énormément de plaisir. Et je prends surtout beaucoup de plaisir en fait, à sortir un peu de ma zone de confort. J'ai pris un goût pour ça. Le fait de créer la chaîne YouTube, j'ai commencé à démarcher des marques pour faire des partenariats par exemple. Et pareil, en fait, on se dit mais comment ça se passe? On voit des gens qui en font, comment ça se passe. Évidemment, il n'y a pas de formation sur comment faire un partenariat. Non, c'est pas fort. Et je me dis, je vais envoyer un mail, puis on verra ce qui se passe. Donc j'avais envoyé un mail à Ast, qui est une marque que j'aime bien. Et très très simple, enfin, j'ai fait un mail quoi. Au kilo, en fait. Ouais, un peu ça, ouais. Comme on dit, le kilo, ça fait. Ouais, mais c'est quasiment que ça à chaque fois. Et j'avais 130 abonnés, je crois, sur la chaîne YouTube. Donc c'est pas une grosse audience. Ouais, et en même temps, comme tu dis, c'est un sujet de niche. Ouais, mais sachant que sur les 130, il y a peut-être 70 qui sont des gens que je connais déjà. C'est pas des. Il y avait, je crois, 2 vidéos sur la chaîne. C'était pas une grosse audience, quoi. Et pour le coup, je sais pas pourquoi. Ils m'ont fait confiance en tout cas. Donc là, pareil, je me dis, et c'est quelque chose que je pensais impossible, vraiment un objectif très long terme, et en fait, ça arrive très très tôt. Donc je prends beaucoup de plaisir, puis en fait, je fais des vidéos, puis je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos, à échanger du coup sur Instagram, sous les commentaires, à réfléchir à d'autres vidéos. Du coup, j'apprends plein de choses. C'est vraiment un cocktail. J'entretiens beaucoup. À ce stade-là, tu es encore débutant dans le milieu, quoi. Ah ben complètement. Enfin, j'ai beaucoup lu. Ça fait 2-3 ans que je lis globalement sur les forums, donc j'en connais plus que la moyenne. Je suis pas un expert non plus, mais j'ai des choses à raconter en tout cas. T'as une bonne culture. Ouais. Et c'est en parallèle du coup du Master 1 et Master 2. Donc c'était assez sport. Travail, en fait. C'était assez sport, surtout qu'après il faut apprendre le montage. Le montage,
Ouais. Bon, en fait, honnêtement, une fois que la chaîne était lancée, je m'étais dit que si j'avais su à quoi m'attendre avant de la lancer, je l'aurais sûrement pas fait. C'est ce que j'ai entendu régulièrement. Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Ouais. Mais ça, c'est les meilleurs projets, ça. Ouais. Exactement. Mais c'est ça. En fait, je pense que c'est une inconscience, une insouciance qui est hyper importante. Si on savait à quoi s'attendre, même pour la boutique, il y a eu tellement d'étapes que, honnêtement, si j'avais su à quoi m'attendre, je sais pas si j'aurais fait, quoi. C'était assez énorme. Il y a eu des surprises, je crois, dans. Mais c'est que ça. C'est que ça. De base. Ouais, c'est ça. Dans tous les sujets possibles, c'est que des surprises. Et ouais, cette part d'insouciance est hyper importante. Vraiment, le montage, c'était un temps incroyable, juste pour faire des cuts, des trucs très très simples. Les premiers montages, vraiment, ils sont ridicules. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je suis à l'aise avec ça, en tout cas. Moi, ça te fait des choses à raconter. Exactement. Tu vois, de là où tu es parti, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Pardon, la meilleure dame. C'est par là-bas. Exactement. Merci. C'est que tu dois être là-dedans, parce que celui. Exactement, naturellement. Donc ouais, c'était beaucoup d'étapes, la chaîne YouTube. Et en fait, ça continue comme ça pendant peut-être 2 ans à peu près. Et arrive la fin du master. Donc là, c'est master promotion Covid. Donc on faisait des procès fictifs sur Zoom. Ça n'avait aucun sens. C'est un concept. C'est un concept. C'était pas très fun. Et surtout que les dernières années de master, c'est censé être les plus belles, les plus agréables. C'est ce qu'on vend en tout cas. Parce que les études de fac de droit, c'est pas les plus fun, honnêtement. J'étais très motivé, je savais exactement ce que je voulais faire, mais les études en elles-mêmes sont pas très fun. Et surtout quand ça se termine comme ça, nous on s'attend en master 1, master 2, on a moins de temps, enfin on est plus à l'aise, on en profite plus, quoi. Pas du tout. C'était pas la bonne chose. Donc c'était vraiment un demi-teinte. Le stage de fin d'études se passe bien, c'était correct, c'était pas une révélation, mais c'était pas une déception non plus. Et en fait, c'est quelque chose où vraiment à la fin du master, donc vers août-septembre, c'est 2 droites qui s'entrecroisent entre le droit, ça me plaît beaucoup moins, et les vidéos, j'adore ça. C'est vraiment un croisement qui arrive vraiment à la fin du master. Et là, exactement. Donc là, c'était un peu compliqué dans le sens où, du coup, je travaillais toujours chez De Red, donc que le samedi, donc je devais gagner, je pense, peut-être 350 € par mois, tout cassé. Donc pour le coup, je vivais sur mes économies pendant le temps de trouver un travail, quoi. D'accord. C'est audacieux. Ouais, pas trop le choix pour le coup. Mais du coup, je cherche dans le milieu du droit, parce que bon, quand même, je fais un master. Voilà. Et en fait, j'avais une idée extrêmement précise de ce que je voulais faire, voire trop précise. En fait, je voulais être juriste en droit des étrangers, donc c'est ma spécialité, on va dire, mais à Caen. Parce que ma copine, pour des raisons, elle est dans le coin et on ne pouvait pas trop bouger. Donc c'est extrêmement précis. Et il y a peut-être 3-4 postes, et c'est tous des personnes qui sont là depuis longtemps. Et il n'y a pas de turnover, parce que ça ne bouge pas beaucoup. Donc je cherche. Évidemment, je ne trouve pas grand-chose. Il y a un entretien que je fais dans d'autres villes, mais trop loin, c'est trop compliqué. Et donc je commence à réfléchir à un plan B. Parce que forcément, faut travailler. C'est une fin d'études qui sont pas... Ouais, souvent on s'attend à un master 2, 50 droits, etc. On claque des doigts, pas du tout. C'est ça, non, en fait, je pense que le monde du travail a beaucoup changé. Ouais, c'est assez compliqué. Je pense, maintenant, il faut plus que mental pas de Ouais, c'est assez compliqué. Et comment ça se passe? Du coup, je cherche un plan B et je me dis, avec tout ce que j'ai fait avec YouTube, enfin, tout ce que j'ai fait, ça reste modeste, mais j'ai quelques relations à droite à gauche, j'ai peut-être contacts avec quelques marques, etc. Je me dis, ce serait cool si je pouvais trouver dans ce secteur, mais comment le faire à Caen? C'est un peu c'est toujours le même challenge, hein, ça n'a pas bougé. Et je crois avoir demandé à 2 marques, que je ne citerai pas, s'ils étaient partants pour ouvrir à Caen et que je gère la boutique. Donc c'est quelque chose que j'avais fait. Et c'est des marques qui sont, mine de rien, assez petites et forcément Caen, c'est pas une priorité. Je pense que s'ils ouvrent, ils vont ouvrir à Bordeaux, Lille, Lyon, enfin des grosses villes avant d'ouvrir à Caen. Si c'est pour ouvrir à Caen en 3e boutique, ça n'a pas vraiment de sens. Donc les 2 sont pas trop partants. Je me dis bon, tant pis, etc. Et alors là, ça commence comme ça. C'est donc Blandin-des-Lois, donc c'est la boutique aujourd'hui. Il y a une autre marque qui est annexe, on va dire, qui s'appelle Maison Singulier, qui est aussi gérée par un des cofondateurs de Blandin-des-Lois. Donc c'est Cédric, en fait c'est Charles Blandin et Cédric Deslois. Et Cédric, Charles et Cédric du coup sur Blandin-des-Lois. Et Cédric gère pas mal aussi Maison Singulier. Et Maison Singulier du coup fait une story sur Instagram en disant qu'il cherche un alternant communication, gestion de médias, des choses comme ça. Et donc j'y réponds en disant, vous cherchez juste un alternant ou il y a moyen de... Il n'y a pas moyen d'embaucher vraiment une vraie embauche, quoi. Et du coup, l'avantage, c'est qu'ils me suivaient aussi sur Instagram et YouTube, donc ils me connaissent un petit peu, donc ça commence comme ça. Mais c'est pas un tout inconnu. Exactement, donc ça c'est chouette. Et puis on échange un petit peu, et puis en fait... de fil en aiguille, je me retrouve à devoir faire un CV que j'envoie à Cédric.
Je sais pas vraiment qui est Cédric. Et surtout que j'ai pas de CV mode, on va dire. Mon CV, c'est concours machin, concours international, droit humanitaire, procès fictif, c'est quelque chose comme ça, donc aucun rapport avec... Donc, j'ai bricolé un CV vraiment... pareil, si je le retrouve, c'est... Faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. Ah, et quoi que, hein, bah ouais. Ouais, souvent on se met des barrières, mais bon. Là, c'est pas quelque chose que je conseillerais à faire, en tout cas. Et donc, j'envoie à Cédric, et en fait, on fait un visio. Et Cédric, il est extrêmement gentil, vraiment, c'est une crème. Et globalement, il y a 3 options qui sortent de cet échange. C'est trouver une alternance et quand même être alternant chez Maison Singulier. Et l'objectif, c'est de faire décoller la marque. Voilà. Donc c'est un beau challenge quand même, de se dire, donc, ça me plaît bien, mais je regarde les écoles, à Caen toujours, et c'est pas j'aime bien le marketing, etc., mais c'est pas vraiment ce que je cherchais. Donc bon voilà. Après, il y avait faire du freelance pour Maison Singulier ou Blandin-des-Lois sur quelques articles, quelques vidéos. Globalement, c'est un peu les 2 options. Et après, il me dit, est-ce que tu connais Blandin-des-Lois? Donc c'est comme ça que j'ai appris que les 2 étaient un peu reliés. Il dit, ouais, je connais, etc. Et il me parle de conseiller, peut-être sur Paris ou d'autres boutiques. Et donc je me dis, bon, je vais quand même chercher les alternances. Puis je cherche pendant 2 semaines et vraiment, je trouve rien. Donc je lui dis, écoute, là, les alternances, c'est pas possible. Freelance, c'est un peu touchy, etc. Par contre, et un peu pareil au culot, hein, je serais super partant pour ouvrir une boutique à Caen. L'idée, hein, ouais, c'est ça. Je me dis, c'est le moment, quoi. Et en même temps, t'as eu raison. Après, ça se passe bien. Ouais. Exactement. Et il me dit pas non déjà. Et vraiment, on va y réfléchir, on va se pencher un peu sur la question, etc. Donc, ce qu'on appelle des études de marché, enfin, c'est pas très poussé. On regarde globalement un peu le marché sur Caen, on regarde le nombre de mariages aux alentours, parce que c'est une activité qui est quand même pas mal portée par le mariage. On regarde un peu quelques chiffres et ça donne une idée. Voilà, on regarde s'il y a beaucoup de concurrents ou pas, on regarde la population. On a une boutique au Mans qui est une petite ville aussi, qui n'est pas une grosse ville, et qui fonctionne bien. Donc on se dit, bon, ça marche au Mans, peut-être que ça marche à Caen, etc. Et globalement, il me dit, on échange un petit peu, mais globalement, ok, on y va, quoi. Sauf qu'en fait, moi, je suis là dans ma chambre, il me dit, on y va. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, je savais même pas vraiment à quoi m'attendre. Il me dit, est-ce qu'ils vont ouvrir une boutique et j'arrive, je sais pas du tout à quoi m'attendre, quoi. Ah, c'est fou, total. Oui, vraiment, on navigue à l'aveugle, là. Et ça commence comme ça. Et en fait, surtout qu'en plus, j'y crois pas à 100%, parce que mine de rien, je les ai jamais vraiment trop rencontrés, on se connaît pas plus que ça. Ok, on y va, on parle d'ouvrir une boutique, ouais, c'est pas... je t'envoie une chemise et on fait une vidéo, quoi. C'est un projet plus important. Je n'ai pas le mot. Ouais. Et en fait, je réalise très tard, en fait, que vraiment, c'est parti, quoi. Je me dis, bon, en fait, il y a tellement d'étapes où ça peut capoter, que tant que c'est pas ouvert, ouais, c'est ça, c'est pas le diplôme, on a le diplôme, yes, euphorie, etc. C'est toujours en demi-teinte tout le long. Et puis après, il y a toutes les étapes. Donc la première étape, c'était de trouver un local, trouver un prêt auprès de la banque. Globalement, c'était les 2 grosses étapes. Une fois que les 2 étaient OK, il y a eu toute l'étape des travaux et toute la préparation de l'ouverture. J'ai cru comprendre que les travaux, c'était... Ouais. J'ai tout refait, vraiment, j'ai tout refait. J'ai les vidéos, j'ai tout filmé. Hein. Oui, tu avais changé aussi la devanture, je crois. Tout. Toute la devanture, tout l'intérieur, on a rajouté des murs, le sol, les plafonds, la lumière, l'électricité, on a tout refait. On a vraiment tout refait. Et en fait, vous êtes des fous jusqu'au bout. Exactement. Et surtout et je pense que c'était, pour le coup, l'étape la plus dure, c'était celle-là. Parce que je suis quelqu'un qui bricole pas du tout. Enfin, qui bricolait, parce que maintenant je peux plus dire ça. Qui bricolait pas du tout. Vraiment, même les bibliothèques Bill, Ikea, je les montais à l'envers, vraiment, avec la tranche visible qui est censée être derrière. J'en étais vraiment là, quoi. Donc, je suis vraiment pas bricoleur pour un sou, comme on dit. Et puis là, il fallait apprendre à faire la peinture, c'est pas le plus compliqué, mais de l'enduit, il fallait poncer, il fallait découper le lino, calculer les trucs. Alors ça, j'ai pas touché moi-même. Ça, pour le coup, une notion de sécurité, je me dis quand même. Oui, il y a tout à côté. Ouais. Mais pareil, en fait, les spots, typiquement, moi, je vois un électricien, voilà, je m'attendais à dire, je veux de la lumière, quoi. Et en fait, il me demande combien il pose de spots, parce que lui, il doit le prévoir. Où est-ce qu'il les pose? Et en fait, mais j'en sais rien. Moi, je voulais juste, voilà, j'appuie, il fait jour, quoi. Normalement, c'est ça que je voulais, quoi. Et en fait, je me retrouve à calculer le nombre de lumens par mètre carré pour pas que ce soit trop lumineux, mais pas trop sombre, parce que la lumière dans une cuisine, c'est pas la même que dans une salle de bain, que dans un salon, dans un couloir. Exactement. Oh là là. Donc je me retrouve à faire des calculs en lumens comme ça et à savoir où est-ce que je pose les spots. Et vraiment, chaque étape était. Exactement. Chaque étape, c'était assez spartiate, quoi. C'est de la folie, c'est émouvant. Ouais, c'était un chouette projet. Je suis très content de ça. Le résultat, je pense ouais, c'est gentil. Et voilà comment je suis arrivé là. Pour ça, je t'avais dit version courte ou version longue.
Ouais, mais je pense que c'est intéressant justement de savoir que en fait, c'est possible. Quoi. Ouais, j'ai essayé de le raconter un peu dans une vidéo, mais pas, je pouvais pas parler pendant 20 minutes juste de ça, quoi. Mais ouais, en fait, c'est toujours pareil. Hein, en fait, la plupart du temps, on vit dans notre tête, en fait, et on se dit non, c'est pas possible. Franchement, moi, j'ai plein même de potes, de collègues, etc., qui se mettent des barrières, mais qui sortent de nulle part. Vraiment, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que tu as demandé? Non, mais en fait, si je demande, machin, etc., mais t'en sais rien. Oui, exactement. Bah en fait, c'est ça. Moi, la base de tout, c'est je demande, et au pire, on me dit non. Et en fait, c'est pas grave. Genre, tout ça fixé, quoi. Exactement. Ouais, on avance. Si c'est oui, c'est génial, et si c'est non, bah tant pis. En fait, le non, ça n'a jamais tué personne. C'est vraiment en relation avec la chaîne YouTube. Hein, vraiment, quand j'envoie les mails, etc., aux marques, je me dis, bah, s'ils me répondent pas, s'ils me disent non, tant pis, franchement, ça change pas ma vie, quoi. Exactement. Donc, franchement, moi, je demande à peu près tout. Enfin, tout, je demande pas tout. Mais globalement, quand j'ai une idée en tête, demander, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc, c'est pas. Et au final, ça a l'air de. Ouais, faut oser, quoi. Faut oser, ça se passe. Il y a pas grand-chose de grave, en vrai, dans la vie. À partir du moment, enfin, moi, je pars du principe, à partir du moment où on a à manger et un toit, globalement, le reste, c'est que du plus. Hein. C'est tout à fait vrai. Et donc, après, ça peut être pas agréable, ça peut être désagréable, ça peut être douloureux, ça peut être plein de choses, mais c'est pas foncièrement grave. Redoubler une classe, c'est pas agréable non plus. C'est 1 an, etc. Mais c'est pas grave, et au contraire. Mais c'est ça, en fait, qu'on termine Bac plus 5 à 24 ans ou à 25 ans, c'est la même chose. Tout le monde s'en fiche, et en plus, ça peut être des années qui sont très importantes. Ça peut être parce que des fois, on n'est pas forcément prêt à terminer nos études, et c'est 1 an qui vont totalement nous changer, et c'est même mieux, en fait. Ouais, carrément, c'est même mieux. J'avais écouté un podcast sur quelqu'un qui disait. Il avait une phrase comme ça, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de pas très agréable, il se demande où est le cadeau. Donc en fait, où est le cadeau, c'est comment est-ce qu'on peut voir la situation de manière positive. Et c'est quand même quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas terrible, où il a perdu ses 2 parents très très jeunes. Effectivement, oui, là. Donc là, c'est audacieux de se dire où est le cadeau. Et en fait, il se dit, mais en fait, le fait d'avoir perdu mes parents jeunes, c'est aussi pour que je prenne conscience de la valeur de la vie, quoi. Et je trouve ça magnifique. Et à partir de là, c'est. Chapeau à lui. Ouais, c'est ça. Alors, faut une petite force mentale, mais je pense que ça aide à relativiser beaucoup de choses, et je pense qu'on grandit pas mal grâce à ça, quoi. Donc, sans aucun doute, visiblement. Ouais. Donc voilà comment je suis arrivé là. Très beau parcours. Hein. C'est gentil. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Ouais. Vraie question ou je peux répondre hein. Si tu veux. Oh, j'en ai aucune idée. En fait, il y a d'autres. Alors ça me permet de parler d'un autre proverbe que j'aime bien. C'est justement, Dieu rigole de tout le monde, mais surtout de ceux qui ont des plans. Voilà. Parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est peut-être pour ça que l'étape des travaux était compliquée pour moi, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est. Je suis pas psychorigide, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est imprévu. Vraiment, moi, mon planning, surtout à la fac, c'était chirurgical. Vraiment, j'étais un vrai geek de l'organisation, de l'optimisation, de tout ça. Et en fait, quand je fais les travaux, bah, en fait, on se rend compte que c'est 100% l'inverse. T'as découvert la vie, quoi. Ben oui, c'est ça. Les imprévus, honnêtement, c'est violent. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour réussir à faire face à ça. Et non, honnêtement, les imprévus, enfin, pour moi, c'était l'enfer. Et en fait, les travaux, c'était que ça pendant plusieurs mois. Donc, ouf. Mais est-ce que justement, dans ton travail, ça ne t'a pas appris à être beaucoup plus patient? Si. J'imagine qu'avec un client, tu as des idées très précises. Alors ça, pour le coup, j'ai toujours été patient, compréhensif, etc. C'est pas... Mais sur le plan humain, ouais, ça va. Ouais, sur le plan de l'humain, ça va. C'est plus moi et moi sur l'organisation, par exemple. Imaginons que je prenne le bus pour aller au travail et je me rends compte sur le trajet qu'il me manque, je sais pas, du café pour la boutique. Le bus passe devant Monoprix. Je m'arrête pas parce que dans ma tête, je descends à la boutique. Ouais. Je suis pas capable, enfin maintenant j'arrive à le faire, mais je suis pas capable de me dire ah oh mince, j'arrête le bus, je descends et ça change les plans. Tout ce qui est changement de plan, c'est improbable pour moi. Ouais, c'est ça. Et petite phrase de Rocky, parce que j'adore Rocky. Je crois qu'il a dit à un moment, il y a personne qui frappe aussi fort que la vie. Voilà. Et exactement, les travaux, c'est exactement ça. Donc pour quelqu'un qui est psychorigide, faire des travaux, c'est le meilleur exercice. Oui, finalement, la vie t'apprend à t'assouplir, à prendre en maturité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, quand ça vient pas de soi, la vie elle trouve un moyen de te remettre la tête sur les épaules. Oui, mais je pense que c'est aussi à nous d'accepter la leçon, parce qu'il y en a beaucoup qui la refusent et ça les brise du coup. Ouais, c'est ça, c'est comme tout. Hein. Oui, bien sûr. C'est comme tout, et pour le coup, c'est plus dans le stoïcisme, mais vraiment, en fait, il y a l'événement en soi, c'est faire des travaux, et en soi, c'est un événement qui est neutre. Certains vont adorer, certains, c'est leur métier, certains, c'est leur hantise, et après, c'est plus notre interprétation qu'on a de cet événement qui fait qu'il est agréable ou douloureux. Lâcher prise ou pas. Exactement, donc là, c'était un très bon exercice. Donc du coup, ça fait combien d'années que tu es vraiment installé ici? Installé ici? Eh bien écoute, on est le 8 septembre,
20 jours à peu près, non, un peu plus. Le 15 octobre, ça fera un an. Première commande, 15 octobre. Donc ça fait un peu moins d'un an. Tout récent. C'est frais, ouais. Non, Il y a beaucoup de patients qui me disent, mais c'est récent. Ah, mais j'imagine que les gens du coin, pour le coup, ils voient la différence. Exactement. Il y a une petite dame qui habite juste en face. Et pour le coup, avant, c'était pas une boutique de costumes sur mesure. Et sans dénigrer ce que c'était avant, mais c'était pas pareil. Et voilà, elle est venue pour me dire qu'elle était très contente que ça ouvre parce que elle, tous les matins, devant sa vitre, elle avait une belle vue. C'était plus agréable qu'avant. C'est quand même appréciable. Exactement. Du coup, de rien. Exactement. Tu m'as ramené des petits chocolats à l'ouverture, donc très gentil. Oh, c'est adorable. Oui, donc tu es bien accueilli. Ouais. Je pense que ça va. C'est possible. Peut-être dans certains quartiers, mais oui, c'est possible. Il y a quand même beaucoup d'humains, je vois, enfin, de belles choses qui arrivent dans progression. Pardon. Et c'est très émouvant de voir quelqu'un de jeune qui s'est investi comme ça, alors que tu n'étais pas du tout parti. Exactement. Et puis l'étape, se dire j'ai fait 5 ans de droit pour au final ne pas m'en servir. Il y en a beaucoup au début qui disaient oh bah t'as fait ça pour rien, etc. Ouais. Mais honnêtement, c'est vraiment pour rien. Bah non, en fait, en termes de connaissances pures, je pense que si je voulais, en un an, je fais une mise à jour et c'est réglé. Donc en termes de connaissances pures, c'est facile. Et après, moi, en termes de compétences, pour le coup, le droit, c'est une très bonne école aussi. Donc justement, on apprend l'organisation. Alors après, ça a été relativisé ici, mais globalement, on apprend la rigueur. Mise à jour, mais tu as quand même des bonnes bases. Ouais, c'est ça. Je pense très facilement redevenir celui que j'étais avant. Donc oui, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'organisation, une capacité de travail qui n'est pas négligeable non plus. Même si je travaillais vraiment pas beaucoup comparé à certains, bah justement, en fait, je voulais tellement être organisé et productif que globalement, j'avais des collègues qui faisaient 8h, 23h et ils n'avaient pas leur semestre. J'étais là, travailler. Moi, je travaillais jamais le week-end, je travaillais jamais après 19h et très souvent, vraiment, très souvent. Mais du coup, c'était carré, quoi, pour que ça se passe bien en tout cas. J'imagine que tu étais quand même en meilleure forme que ceux qui bossaient comme malades. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas utile. Hein. C'est pas utile. Il y a tellement d'études qui le prouvent. C'est dommage qu'en fait, en plusieurs siècles, tout a évolué, mais tout ce qui est méthode d'apprentissage, globalement, l'école, c'est la même depuis 200 ans, et plus. Oui, c'est la même depuis tellement de siècles. Et pourtant, il y a tellement d'études qui nous montrent que c'est pas les meilleures façons d'apprendre. Moi, j'avais une technique pour apprendre, ça s'appelle les flashcards. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais découvert sur la chaîne de Fabien Olicard. Je sais pas si tu connais ça. Il fait des petits spectacles un peu humour, mentalisme, un peu tout ça. Et en fait, c'est une technique d'apprentissage qui est basée sur des études, en fait, tout simplement. Beaucoup d'étudiants en médecine font ça. Et en fait, ils voient la mémoire, on va dire, comme un sentier. Et en fait, plus on passe sur le sentier, plus c'est net et plus c'est tracé. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y avait question-réponse. Et l'idée, c'est que le chemin entre la question et la réponse soit instantané, enfin quasiment. Et donc, par exemple, si je disais, je sais pas, je marquais je prenais en fait des petits cartons qui faisaient cette taille-là. Je suis sûr que j'ai révisé les mesures, etc. avec des flashcards. Et en fait, je marquais sur la face, par exemple, date de la 5e Constitution. Et de l'autre côté, je mettais la réponse. Et en fait, ça apprend le cerveau. En fait, donc j'ai un tas de flashcards qui est comme ça, par exemple. Et on passe les cartes, carte après carte. Si on a bon, on retourne la carte. Et du coup, ça nous apprend à apprendre dans les deux sens. Donc, par exemple, date de la Constitution 1958. Et puis après, je vois quand elle revient, 1958, à quoi ça correspond. Date de la Constitution. Et en fait, on apprend dans les deux sens et on peut vraiment forcer la mémoire. Et c'est des techniques vraiment c'est impressionnant. Vraiment, pour tout, même si j'ai ma petite cousine qui est au collège, je lui ai appris ça parce qu'il y a tellement de dates, de noms, prénoms, de siècles, de plein de choses comme ça. C'est une technique qui est. C'est très riche, effectivement, il faut avoir une bonne mémoire. Exactement. Mais je suis sûr qu'avec cette méthode-là, c'est impressionnant. Vraiment, on devait apprendre beaucoup d'arrêts, etc. Tel arrêt, 1958, machin. Et ça, c'est une technique qui est incroyable pour le coup. Et donc, ça te ressemble un petit peu encore aujourd'hui? Oui, parce que du coup, en fait, on a été formé évidemment en prise de mesure, mais en fait, on a aussi un manuel avec, par exemple, épaule basse. Comment reconnaître une épaule basse? C'est pas juste elle est basse, parce qu'en fait, épaule droite basse, c'est pas la même chose que épaule gauche haute. C'est pas les mêmes symptômes. Et en fait, il y a plusieurs critères en fait pour reconnaître une épaule basse. Donc, je faisais pareil, ça, épaule basse. Petit plan diagonal, machin, etc. Devant, décalé, boutonnière, machin. Et du coup, j'apprenais vraiment comme ça. Donc du coup, quand t'as un rendez-vous, tu ah bah non, c'est bon, c'était au début. Ouais. Ah bah oui, c'est ça, maintenant c'est très clair. En plus, j'aime bien expliquer à tous les clients un peu tout ce qu'on fait. Parce que ça fait un peu de la magie, quoi. Les gens se rendent pas compte qu'ils sont passés en avant, les épaules basses, la droite plus basse que la gauche, les bras en arrière, etc. voûtés. Pas un simple peut-être de vêtements sur. C'est ça.
tas de tissu sur le dos. Ouais. Quoi. Bah, en fait, je pourrais juste mettre la veste et moi noter sur mon fichier épaule droite basse, etc. Mais je préfère en parler, comme ça, eux, ils apprennent des choses et je trouve ça beaucoup plus... Oui, ils ont une vraie expérience client. Une vraie expérience. Ouais, c'est ça, il y a un côté un peu spectacle que j'aime bien faire. Ouais. Oui, ce qui rejoint un petit peu la vidéo dont je te parlais tout à l'heure, qui donne vraiment cette impression magie avant, Exactement. après. Exactement, ouais. On se redécouvre un autre homme. Exactement. C'est vrai, ça peut être très valorisant. Ouais, mais j'aime bien. J'ai des bons avis, je suis content. Les clients sont contents. Et du coup, quel est le type de client qui vient Alors globalement, je pense que dans toutes les boutiques de costumes sur nous, que ce soit Blandin, Deloitte ou toutes les autres enseignes, globalement, on peut catégoriser ça en trois clients types, on va dire. Il y a vraiment le client mariage, c'est peut-être 60-70% en fonction des boutiques aussi. En fonction de la communication, certains communiquent beaucoup sur le mariage, d'autres pas du tout. Mais c'est à peu près dans ce dos-là, je pense qu'on est au moins sur les 60%. Après, il y a pas mal de business. Donc, le costume revient, mais comme on disait tout à l'heure, pas par obligation, mais par plaisir. Donc, j'ai pas mal de clients qui sont avocats. En plus, l'avantage, il fait du droit. Donc, on a eu les mêmes profs aussi. Là, pour le coup, il y a un feeling. Exactement. On parle des profs, de certains, etc., des anecdotes. Donc, pas mal d'avocats dans les assurances, dans les banques, qui portent encore le costume. Mais c'est pas forcément obligatoire, c'est vraiment aussi par plaisir. Il y a très peu de dress code strict. Mais s'ils sont dans la banque et qu'ils aiment bien porter le costume, en général, ils portent au moins la veste ou le costume. Et après, il y a une clientèle plaisir. Et alors ça, moi, je pense que je l'ai beaucoup plus à Caen que dans d'autres boutiques. Parce que justement, avec les chaînes YouTube et les vidéos, ça attire plus de monde à Caen que peut-être à Reims, par exemple, ou à Paris et d'autres boutiques. Bon, encore que Paris, il y a tellement de monde. Mais c'est plus... les gens, j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent et qui n'ont pas forcément l'utilité tout de suite, qui aiment juste avoir des beaux costumes, qui portent beaucoup de chemises, par exemple, au quotidien, parce qu'en fait, on fait des costumes, mais on fait aussi des chaussures. J'ai un client tout à l'heure qui a vu je fais une paire de mocassins, par exemple. On fait des chemises, on fait des manteaux, on fait des jeans, des chinos. Donc, il y en a qui viennent pour des costumes, d'autres qui viennent pour des pantalons. On n'est pas obligé de faire un tailleur, je sais pas, un costume 3 pièces obligatoire. On peut tout faire séparément. J'ai des clients qui viennent que pour les chemises. Exactement. Et petit à petit, globalement, c'est un peu les trois typologies de clients. Ouais. Après, on peut scinder ça, mais globalement, ça ne peut pas ça. Ouais, c'est intéressant, parce qu'effectivement, de prime abord, on pourrait penser plutôt au mariage. Ouais, le business revient bien. Mais tant mieux, au moins, les futurs mariés prennent conscience qu'eux aussi, on doit les beaux. Exactement. Et les mises en valeur. Et souvent, en plus, quand les mariés essayent le costume, ils disent quasiment tous la même chose, c'est que pareil, en fait, c'est la génération qui était obligée de porter le costume. En fait, ça fait plaisir de porter le costume. Et ça, c'est une phrase, à mon avis, qu'on n'entendait pas beaucoup avant. Et vraiment, ils disent, mais ils me disent vraiment, ça va être sympa de porter le costume tous les jours, parce que moi, j'ai l'avantage de pouvoir le porter tous les jours. Et ça, c'est très, très chouette. Et en plus, je pense qu'il y a aucune tenue pour un homme où il se sent le plus beau ou le plus élégant qu'avec un costume. Peu importe le style de la personne. Quelqu'un qui est classique, qui met un costume, il se sent plus beau. Et même quelqu'un qui est streetwear, on en parlait tout à l'heure, même quand il porte un costume, il se sentira jamais aussi beau, je pense, qu'avec un costume. Et du coup, c'est un vêtement qui est hyper agréable à porter, qui est très flatteur pour la personne qui le porte. En plus, on a toujours plein de commentaires sympas, etc. Et en plus, pour moi, typiquement, au début, je voyais ça, j'avais peur que ça fasse trop uniforme de travail et que je prenne moins de plaisir. Et en fait, vers juillet, j'ai refait des petits travaux pour que ce soit encore mieux. Et évidemment, je faisais pas les travaux en costume, évidemment. Et en fait, ça me manquait, parce que justement, j'étais tellement habitué à porter le costume tous les jours et à me voir sous mon meilleur jour, entre guillemets, tous les jours, que quand je me retrouve avec des shorts pleins de peinture, etc., en basket à faire de la peinture, je me trouvais moins sous mon meilleur jour qu'avec un costume. Et du coup, je reprends beaucoup de plaisir. Encore plus content Exactement. d'être habillé. Donc, le costume. C'est une très bonne pub en fait pour ton travail. Ouais, j'adore. Oui. Parce que tu ne vends pas juste un vêtement, tu vends... il y a tellement d'histoires. Oui, l'histoire du vêtement. Il y a tellement d'histoires de clients. J'ai un client, j'en avais parlé aussi pareil sur Instagram. C'est un client qui avait un énorme manque de confiance en lui, mais terrible. C'est pas, je le trouve pas très beau. C'est terrible. Ouais, il a du mal. Il m'a raconté, chez lui, il n'a pas de miroir parce qu'il peut pas supporter son reflet. Non, c'est bien ça. Ouais, en plus il est extrêmement gentil. Donc lui, il est sur Rouen, donc il est venu à Caen pour les costumes. Et ouais, franchement, c'était assez dur à entendre comme discours parce que forcément, c'est émouvant quoi, de voir quelqu'un qui se trouve pas spécialement beau et qui a un gros manque de confiance en lui. Du coup, tu dois s'amocher à lui-même, j'imagine. Ouais, je pense que c'est un cercle vicieux en plus. C'est un cercle vicieux. Donc là, il a fait un costume et justement, en plus, j'ai des photos. À l'essayage, vraiment, il avait les yeux qui pétillaient et il m'a dit, il est resté une demi-heure devant le miroir à se regarder. Et il dit, je reprends confiance en moi, je me sens différent, même ses amis qui ont vu les photos, ils disent, on ne te reconnaît pas vraiment, t'as l'air super heureux, etc. Et donc c'est pas juste un costume, c'est l'image qu'on dégage aussi, quoi. Et ça, c'est incroyable.
Et là, c'est ta plus belle récompense. Ouais, alors là, c'est mon plaisir personnel ultime. Ça, il n'y a pas meilleure récompense pour moi. Tu sais pourquoi tu travailles. Exactement. Tu as une mission, c'est pas juste un job, c'est une mission. C'est ça. C'est magnifique. Hein, ouais. Ah, moi j'adore. Que tu bosses pour une mission. Ouais, parce que c'est un pouvoir qui est incroyable, quoi. C'est un vrai impact sur les gens, quoi. Oui, surtout dans la même masculine, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la femme, de la mise en valeur féminine, etc. Pour les hommes, on dit juste une chemise et puis c'est bon. On dénigre presque, je trouve, l'expérience vestimentaire pour un homme. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On est tous pareils, sur ce point-là, je pense qu'on est tous égaux. Ouais, non, complètement. Mais c'est vrai que ça peut être vu comme quelque chose de plus féminin, la mode, etc. Mais en fait, c'est pas une question de mode, quoi. C'est une question d'être à l'aise avec ce qu'on porte et de soi, quoi. Quand on regarde à travers l'histoire, les hommes ont été coquets. Oui. Même les rois. C'est avec l'arrivée de l'industrialisation où on n'avait plus chez le tailleur, mais on allait dans le prêt-à-porter et c'est terminé. Oui, parce que du coup, ça devenait une contrainte. J'imagine que ça ne doit pas être très agréable de faire ces achats dans des grands magasins avec des tailles qui ne te conviennent pas. Donc, tu poses plus la question, quoi. Oui, parce qu'en fait, la différence vraiment entre le prêt-à-porter et le sur-mesure, on va dire que c'est qu'en prêt-à-porter, c'est à toi de t'adapter au costume. Et sur mesure, c'est l'inverse. C'est le costume qui s'adapte à ta morphologie. Et c'est un costume qui est unique. J'ai jamais fait 2 fois le même costume. Tous les costumes sont différents. Et c'est même une approche qui est complètement différente. Oui, j'imagine. Donc, c'est là qu'il faut réfléchir à l'envers, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, en prêt-à-porter, faire des costumes pour tout le monde, c'est faire des costumes pour personne, quoi. Je connais personne qui a porté un prêt-à-porter où il n'y avait pas de problème. C'est impossible. Et c'est impossible. Certains d'ailleurs qui sont, par exemple, un petit peu voûtés, qui sont un petit peu comme ça, se disent je vais essayer de me tenir peut-être plus droit. Et en fait, pas forcément, parce que se tenir plus droit, ça cause d'autres problèmes aussi. Donc en fait, il n'y a pas de posture idéale. Soyez naturel. Moi, il n'y a aucune posture qui est meilleure qu'une autre. Même pour la santé, je suis pas sûr qu'il y ait des postures meilleures que d'autres. Et ouais, en prêt-à-porter, il y a toujours un problème. Moi, c'est souvent les mollets. Ça peut être les épaules. Certains, ça peut être le tour de taille, les cuisses. En fonction du sport qu'on fait, en fonction de nos habitudes. Typiquement, les clients qui sont très sportifs, forcément, il y a une contrainte au niveau de la musculature. Et les tennisman, ça peut être ceux qui font beaucoup de tennis ont l'épaule droite qui est beaucoup plus basse que la gauche s'ils sont droitiers, par exemple. Ah, bah oui. Parce que forcément, à force des habitudes, les serveurs qui sont toujours comme ça, ils ont l'épaule droite qui est beaucoup plus basse, certains ont des scolioses. Et en fait, tout ça, ça se voit sur le costume, en fait. Et ça peut être corrigé. Ça peut même être encore plus flagrant avec un costume. Ou alors avec le col qui est plus. Ah oui, le collar gap. Avant, je faisais pas spécialement attention. C'est vrai qu'à force d'en entendre parler, je regarde spontanément. C'est vrai que maintenant on voit que ça. Ils sont contents, ils disent que j'ai un costume. Non. C'est justement, j'en parle, c'est une vidéo qui va sortir sur un peu. En fait, j'ai essayé de faire une vidéo qui dure 1h20 sur toutes les erreurs possibles à ne pas faire avec un costume. Et j'ai pas essayé de faire un top 10. J'ai essayé de faire une liste exhaustive. Sacré challenge quand même. Donc j'ai dû passer à côté de certaines, mais justement, je parlais du collar gap. En fait, souvent, le collar gap, c'est pas tant dû, je pense, à la qualité du costume, c'est souvent dû à la posture. Quelqu'un qui est voûté, justement, quelqu'un qui est comme ça, naturellement, en fait, le col, il va pas suivre quelqu'un qui a le dos qui est un peu musclé, quelqu'un qui a les épaules très très basses, ça peut causer des colères. Enfin, en fait, c'est souvent une question de posture. Ça fait penser un petit peu, je sais pas si tu connais un vieux sketch de Fernand Reynaud, c'est un très très vieil humoriste. C'est en noir et blanc, donc ça date. Mon père doit connaître, c'est sûr, je sais qu'il adore ça, je peux m'en parler. Sans aucun doute, justement, il fait un sketch d'un monsieur qui va chez le tailleur. Et le tailleur avait mal bossé, forcément. Et donc, au fur et à mesure que le sketch avance, à la fin, Fernand Reynaud se tient mais complètement comme ça. Parce que le tailleur dit oui, mais c'est normal, vous avez l'épaule trop basse, bon, il faut la remonter. Vous avez la jambe comme ceci, elle est hop là. Ouais, typiquement les footballeurs qui ont les jambes arquées, les danseurs aussi. Voilà, donc en fait, en fonction de ta morphologie, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, il faut s'adapter aux vêtements. Exactement. Donc tu peux te retrouver parfois dans des positions très très bizarres. C'est évidemment exagéré, puisque c'est de l'humour. Mais là, c'est l'inverse. C'est comique. Mais du coup, là, c'est tout l'intérêt de sur-mesure. Et est-ce que tu pourrais expliquer justement la différence entre le prêt-à-porter, le sur-mesure et la grande mesure? La grande mesure, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment quelque chose... tout le monde y va de son interprétation, c'est extrêmement fouillis. Globalement, si on devait côté un peu carré, on fait 2 cases. Il y a prêt-à-porter, où le costume, on l'achète, il est là. Ça, il bouge pas. Ou alors c'est du sur-mesure. C'est toujours l'un ou l'autre. Après, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs sous-catégories en sur-mesure. C'est aussi la différence. Donc je pense que, par exemple, Chiffonelli qui fait de la grande mesure et Blandin Delois, c'est du sur-mesure. Après, c'est pas la même qualité de sur-mesure, on va dire. Donc après, dans la catégorie sur-mesure, il y a ce qu'on va appeler le made to measure, enfin le MTO ou le MTM. En fait, c'est ce qu'on voit parfois en fait où
on choisit globalement une veste et en fait c'est juste les longueurs. D'accord. Donc c'est vraiment pas très poussé. Ça va être longueur de manche, longueur de veste, tour de ceinture du pantalon, longueur du pantalon et c'est à peu près tout. Donc on va pas commencer à cintrer la cuisse, chercher le cintrage de la veste, etc. On n'analyse pas la posture. C'est juste la c'est les longueurs. Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment les longueurs. L'avantage c'est que c'est beaucoup moins cher aussi. La plupart du temps c'est souvent fait au Maroc en plus. Après, nous on le propose par contre dans le même atelier mais pour les témoins. Donc ça c'est quelque chose où en fait je crois qu'on marche quasiment pas dessus. C'est vraiment pas quelque chose. Enfin, l'idée c'est plus de rendre service pour qu'il y ait le marié et que les témoins aient le même costume. Comme ça c'est toujours plus sympa. C'est vraiment cool. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on propose quasiment gratuitement parce qu'en fait c'est du temps qu'on passe, etc. Et on gagne quasiment rien dessus. Donc c'est plus pour qu'il y ait la même photo. Ça fait vraiment des photos sympas quoi. Donc ça c'est il y a cette catégorie là. Après, il va y avoir ce qu'on appelle la demi-mesure. Donc là, ça va être ce qu'on fait nous. Où en fait, donc là, on travaille nous avec un atelier qui est en Europe. C'est pas un critère. Certains sont plus ou moins ailleurs. Ça peut être en Chine, en Asie, ça peut être un peu partout. Et en fait, il y a la partie prise de mesure et analyse de la posture. C'est deux choses différentes et on fait les deux. Pendant le premier rendez-vous. Ouais, c'est ça, pendant la commande. Donc en fait, on va prendre toutes les mesures corporelles déjà. Donc tour de biceps, tour de mollet. On prend un peu toutes les mesures. Et donc c'est détaillé là. Exactement. Et à partir de ces mesures, on fait ici un gabarit. Donc on travaille nous avec un gabarit. Donc dans la réserve, j'ai beaucoup de tailles de vestes et beaucoup de tailles de pantalons. Je vois que les vestes, je dois avoir jusqu'au 70 à peu près. Ça fait bien veste. Donc on a à peu près toutes les tailles de vestes, toutes les tailles de pantalons. Et à partir de ce gabarit-là, on va pouvoir quasiment tout modifier. Donc en termes de mesure, sur le pantalon, ça va être le tour de ceinture, tour de bassin, tour de cuisse, tour de genou, tour de mollet et tour de cheville. Ouais, même de genoux. Ouais. Donc en fait, on peut tout modifier pour que ce soit parfait, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et en fait, l'avantage aussi d'avoir un gabarit, c'est que le client peut se projeter aussi dans un résultat quasiment final et qu'on adapte ses préférences aussi au costume, parce qu'en fait, personne ne porte le costume de la même façon. Certains aiment beaucoup d'aisance, certains aiment ce côté un peu près du corps ajusté, certains aiment que ce soit plus flatteur au niveau des hanches, certains préfèrent que ce soit un peu plus droit. Sur les pantalons, beaucoup. Quelqu'un qui se termine assez près du corps au niveau de la cheville, d'autres préfèrent aller tomber un peu plus droit. Et en fait, l'avantage d'avoir le gabarit, c'est qu'ils vont pouvoir me dire s'ils ont une gêne quelque part, qui n'est pas forcément toujours visible. C'est l'avantage. Et pareil sur la veste, on peut tout modifier. Donc c'est largeur des trapèzes, l'aisance dans le dos, l'emmanchure, le cintrage du dos, le cintrage du devant, on peut tout faire. Donc c'est intéressant, d'autant plus si le client n'a pas l'habitude de s'habiller en costume. Oui, c'est ça, là c'est vraiment un costume qui est unique et c'est pour ça qu'on ne fait jamais deux fois le même costume. Et en plus de toutes ces mesures, il y a la partie analyse de la posture. Et justement, c'est là où je pense que ça demande plus d'expertise que les mesures elles-mêmes. C'est reconnaître en fait, chaque pli sur un costume veut dire quelque chose. D'accord. Tous les plis. Il n'y a aucun pli qui veut rien dire. Donc tu passes tout au scanner en fait. Exactement. Et c'est ça qui est compliqué. Par exemple, si on a le bassin en avant, ça va faire des plis. Si au contraire on a le bassin en arrière, ça va faire d'autres plis. Si on a un fessier qui est développé, ça peut faire d'autres plis. Sur la veste, du moins si on a une épaule qui est plus basse que l'autre, ça fait des plis en fait. Et nous, notre challenge, c'est de l'identifier et de le corriger. Donc il y a plein d'éléments de posture comme ça à plein d'endroits différents. Quelqu'un qui est voûté, quelqu'un au contraire qui est cambré. C'est deux symptômes complètement différents. Souvent les femmes d'ailleurs sont cambrées et en fait elles ont les épaules et le bassin au même niveau, sur le même axe, mais avec le dos qui est très creusé. En fait le tissu il suit le dos et en fait il vient s'écraser sur le haut, le bas des hanches, au niveau des hanches, et ça fait un amas de tissu qui est pas terrible et qu'on peut corriger. Donc typiquement ça va assez loin. Donc là globalement c'est ce que nous on fait, donc c'est la demi-mesure. Après il y a une sorte de sous-catégorie, c'est la petite mesure. En fait c'est un peu une demi-mesure avec pas mal de passages à la main. Il me semble que pour que ce soit catégorisé, je ne suis pas sûr, hein, petite mesure, il faut qu'il y ait à peu près un ratio peut-être 50% de choses qui sont faites à la main. Voilà. Et après il y a la grande mesure, donc là c'est Chiffonelli et compagnie. Et en fait là, alors c'est pas le même tarif non plus. Oui, je pense. Je crois qu'on est plutôt sur des x6 à peu près, donc c'est des costumes, je pense, vers 7 000 € à peu près. Ça ne m'étonnerait pas dans ces eaux-là. Nous, les 2 pièces, je crois qu'on peut commencer autour de 800 € de manière convenable. Quoi. Donc, c'est aussi, après, c'est aussi différent. Pour quelqu'un qui est passionné, moi je suis sûr qu'un jour j'y viendrai à la grande mesure, parce que c'est un peu le rêve ultime, c'est un peu la chose ultime. Quoi. Exactement, c'est un peu la dernière montagne. Et en fait, là, il travaille à partir de rien. Donc là, on parlait de gabarit juste avant, là, il n'y a rien du tout. Donc là, il prend les mesures corporelles, et tout est fait sur place. C'est aussi la différence, nous on travaille avec un atelier qui est en Europe, eux, c'est fait dans la réserve. Et c'est fait juste derrière. Il y a des coupeurs qui coupent tout, il y a 18 essayages et l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils peuvent y aller étape par étape. Souvent en fait ils commencent par faire le devant sans les manches par exemple
pour voir comment ça tombe au niveau du manche, des centrales, etc. Après, ils font les bras en fonction de la carrure de l'épaule. Ils font ça vraiment étape par étape. Et là, pour le coup, tout est faisable. Voilà, c'est nos limites. Même sur la forme des poches, ils ont... nous, les poches plaquées, on doit avoir 4-5 modèles de poches plaquées, ce qui est déjà énorme. Oui, c'est déjà pas mal. Ils en ont une infinité. Ils peuvent faire... En fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Non, mais là, forcément, ça cible une clientèle déjà plus restreinte qui n'a forcément pas besoin. C'est ça. Plus, quoi. Ouais, là, c'est... Ouais. Et puis, quelqu'un qui est aisé, qui veut un costume sur mesure, fait totalement... Il y a un côté artisanal aussi qui est très plaisant de voir toutes les étapes. Voilà, c'est aussi beau de voir le costume se fabriquer petit à petit, etc. L'attente, le plaisir est dans l'attente, quoi. Donc il y a ça. Exactement. Et puis le résultat est forcément meilleur, forcément, parce qu'ils peuvent tout faire. Donc c'est sans fin. Même en termes d'imagination, ils peuvent tout faire. Oui, là, évidemment. Ouais. Il me semble qu'ils sont 40 quand même chez Tiffonelli. Ah oui. Ah, autant. Bah, je pense que c'est un des tailleurs les plus connus au monde, donc forcément ça aide. Et là, pour le coup, c'est un marché qui est, je pense, très concurrentiel. Typiquement, je sais qu'il y en a un à Caen, mais je crois qu'il est plus ou moins à la retraite. Mais c'est être tailleur à Caen et faire que de la grande mesure, à mon avis, c'est un challenge qui est assez monstrueux. Quoi. Si on n'est pas médiatisé. Ici, c'est déjà un challenge. Hein. Oui, c'est ça. Alors, lui, j'imagine pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était. Mais... Après, s'il est âgé, c'était parce que quand il a commencé, c'était encore. C'est possible. C'est possible. Oui, à l'époque, peut-être il y avait plus ou moins que ça, mais je pense que le prêt-à-porter a dû lui faire très très mal. Mon arrière-grand-père était tailleur à Cran, fin fond de la Mayenne. D'accord. C'est encore plus petit qu'ici, donc oui, c'est clair que. Ouais, c'est pas facile. Hein. Si on n'est pas médiatisé ou quoi, c'est très compliqué. Les Tiffonelli sont très médiatisés. Aujourd'hui, il n'aurait jamais été ici. Enfin, à Cran, je veux dire. Donc oui, heureusement, tu as l'avantage maintenant d'avoir. Oui, les réseaux, aujourd'hui, c'est la clé. Ce qui doit donner un peu de personnalité et donner envie aussi aux clients de venir te voir, je suppose. Ah, moi, ouais, en fait, l'avantage, c'est que j'ai été client avant d'ouvrir la boutique. En plus, donc tu as vraiment une double expérience. Exactement. Donc je sais parfaitement ce que ça fait de venir, de peut-être l'appréhension de passer la porte, le fait de choisir le tissu sur un échantillon et de ne pas savoir ce que ça va donner, le fait de repartir du rendez-vous en se disant est-ce que j'ai pas fait le mauvais choix, est-ce que j'ai bien choisi les boutons, etc. Le fait d'essayer, le fait du jour J, on vient pour essayer le costume et on se demande si ça va être bien ou à la hauteur de ce qu'on imaginait. Je sais exactement ce que ça fait et je sais aussi ce que ça fait de vivre une expérience sympa. Parce que quand c'est bien fait en tout cas, au-delà du résultat, quand l'expérience est bien, globalement, c'est ce qu'on retient. En fait, le costume peut être très bien à la fin, mais si l'expérience n'était pas terrible, on en garde toujours un souvenir un peu amer. Oui, on se comprend parce qu'en soi, tu te dis que tu ne vas pas juste acheter un tissu. C'est ça. Tu achètes vraiment tout un univers. C'est ça. Exactement. Surtout si c'est pour ton mariage en plus. Surtout si c'est pour le mariage. Ouais. Mais c'est vrai que j'essaie de faire vivre au maximum une expérience à tous les clients. Et je crois que dans les avis, il y a la moitié des avis qui contiennent le mot expérience. Donc je suis très content, c'est qu'a priori, ça les a marqués. Tu as réussi à marquer là où tu voulais les emmener. Ouais, exactement. Ouais, j'essaye, ouais. Et là, c'est stylé. Ouais, je fais au mieux, vraiment. Et du coup, pour le choix de tissu, par exemple, comment est-ce que tu guides? Est-ce que tu les laisses complètement choisir tout seul en montrant tout Ça dépend. En fait, souvent, ils ont déjà... Le mieux, c'est d'avoir une petite idée en tête avant. Donc, quel style de costume et pour quelle occasion? Ouais. Déjà, au moins, à peu près la couleur, déjà, c'est une bonne idée. C'est le premier critère. Ouais. Souvent, c'est la couleur. Et en fait, à partir de la couleur, on a peut-être 10 000 tissus. Donc, on a toutes les couleurs, dans toutes les matières, dans toutes les saisons. Donc, c'est super... Ouais. Moi, je sais où est rangé, quoi. C'est pour ça que je ne montre pas tout. Et après, il y a aussi la fourchette de prix, parce que ça varie aussi. Ouais. Mais globalement, oui, ça va être déjà de savoir s'il veut un costume bleu, vert, gris ou pas forcément. Après, je commence à montrer des tissus. Souvent, on parle de la texture. C'est qu'en boutique, il y a pas mal de textures un peu différentes. Donc déjà, ça permet de voir si on préfère des tissus lisses ou plutôt tissus texturés ou pas. Donc déjà, ça aide pas mal. Et après, naturellement, ça se fait assez vite. Hein. Je pense que ça prend vraiment plus de 20-30 minutes de choisir un tissu. C'est déjà pas mal. Ouais. Pour moi, c'est pire. C'est vrai? Ouais, moi, je suis le pire des clients. Ouais, faut pas savoir la première... Vu que tu es dans le métier en plus. Ouais, c'est compliqué. Oui, bah, qu'il n'y a pas juste 3 tissus à montrer. En fait, je sors toutes les glaces, moi, du coup. C'est pas un cadeau. Ah non, vraiment pas. Et en plus, en termes de mesure, je suis très compliqué aussi. On avait fait une formation à Paris où je servais d'exemple pour certains. Même le formateur, il me dirait vraiment, t'es pas facile. J'ai une morphologie qui passe un peu. C'est quand la pause. Ouais, vraiment, c'est des détails tout bêtes en fait, mais on ne se rend pas forcément compte. On peut se dire que parfois telle personne est plus compliquée ou pas, et en fait, pas forcément. Ça peut être très, très touchy ou pas du tout. En même temps, quand tu réfléchis une fois de plus, c'est un costume. Ouais. C'est presque une pièce de musée en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un objet d'art en fait. Ouais, exactement. Et comment.
belle ma question. Ah, c'était sur l'expérience, sur les tissus? On parlait des tissus peut-être? Non, c'était pas sur les tissus, mais ça me reviendra plus tard. Ouais, ça marche. Mais du coup, je vais te poser maintenant les questions que je pose habituellement à tous les autres. Super. Et la première, qu'est-ce que ce lieu t'évoque et pourquoi avoir choisi de nous rencontrer ici? Qu'est-ce que ce lieu m'évoque? Oui. Ah. Ah. Bah, peut-être le choix de la passion plus que de la raison. Le fait justement d'avoir fait la transition entre le droit et ma passion qui est le vêtement et le costume, quoi. Et transition qui n'est pas facile à faire. Je pense que beaucoup de personnes hésitent des fois à faire cette transition. C'est audacieux. Ouais, pas forcément en costume, mais je sais qu'il y a des passionnés de montres, d'art, de sport, j'en sais rien. Et souvent, on peut se retrouver embarqué dans un métier qui ne nous plaît pas forcément. Et oser tout quitter pour suivre sa passion, c'est un choix qui n'est pas simple non plus. Et je suis très content d'avoir réussi à le faire. Après, ça vient beaucoup d'une réflexion en amont, en fait. C'est très bête, hein, mais je me suis vraiment posé, moi, en oubliant le monde entier, la pression des parents, la pression de qui on veut, de tout le monde. Ouais. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que je veux? Vraiment, c'est très simple. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux demain? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie globalement? Et comment je veux vivre ma vie aussi? C'est pas pareil, qu'est-ce qu'on veut et comment on la vit. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est parti d'une réflexion très cérébrale, on va dire, que maintenant j'applique au quotidien tout le temps. Et voilà, je voulais pas vivre ma vie embarqué dans un métier qui me plaît pas, quoi. Donc j'ai été raccord avec moi-même, on va dire. Et j'ai pris la décision par rapport à ça. Donc tu es bon dans ton métier parce que tu es en raccord. Ouais, je suis vraiment en phase totale avec mes convictions. Ça, c'est le plus important. Ça se sent dans tes vidéos, en l'occurrence dans tes vidéos, c'est forcément contrairement aux photos, on peut beaucoup plus analyser ou ressentir les choses. Ouais. Et ça se sent effectivement. Ouais, souvent ils ressentent le côté un peu passionné aussi. C'était ma question justement, métier passion ou est-ce que ça peut être un métier comme un autre? Je pense que partout ça peut être métier passion ou métier comme un autre. Je pense qu'il y en a qui font ce métier pas par défaut, mais qui se sont retrouvés là et ça leur plaît, mais c'est pas forcément une passion. Moi, je suis passionné par les tissus, les revers, etc. Je pense qu'il y en a plein qui s'en fichent. Donc ça m'étonne pas. C'est comme dans tous les secteurs. Il y a des métiers comme ça où on pourrait dire c'est que la passion. L'enseignement, par exemple. Souvent, les conditions de travail d'un enseignant ne sont pas simples. Et on pourrait se dire il n'y a que les passionnés, mais je connais des... Il n'y a pas tant que ça. Hein. Il n'y a pas tant que ça. Moi, je me rappelle de mes profs, je ne sentais pas la passion tout le temps. Je aussi, je pense que les passionnés, c'était vraiment ceux qui étaient les adorés de tous les élèves. Et on s'en rappelle. Et au final, les peu de passionnés profs, on s'en rappelle tous. Exactement. Et pourtant, on pourrait se dire, les profs, c'est forcément une passion. Et en fait, il y en a plein qui sont profs, pas par défaut, mais ouais, ils ont fait leurs études, c'était sympa. Je ne me vois pas faire autre chose, je suis prof. Quoi. Oui, une opportunité. Ouais. Mais moi, c'est métier passion à 100%. Quoi. C'est assez d'avantages, c'est assez inconvénients, mais métier passion à 100%. Ouais, du coup, je suppose que tu as répondu à la question suivante. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? À part le réveil. À part le réveil, ça c'est les réveils. Tout le monde m'a dit mon réveil. J'ai dit non, mais arrêtez pas ça quand même. Ouais. Ça, c'est horrible. Ouais, c'est terre à terre, ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Alors, pour le coup, c'est pas tant la passion, c'est le fait de peut-être développer, parce que c'est un projet en fait, et le faire se développer au maximum. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même si... Et en fait, je me suis dit, si vraiment je pouvais vivre, par exemple, on me donnait l'argent pour vivre sans rien faire, je suis sûr que je ferais quand même ça. Parce que rien faire 2 semaines, c'est très bien. On part en vacances, on regarde Netflix, etc. Au bout de 2 semaines, on tourne en rond. Quoi. Et si je devais faire quelque chose de ma vie, même si j'étais multimillionnaire, ce serait ça. Donc vraiment, je suis ultra en phase. Et le fait de développer un projet... c'est ça aussi. Je pense. Ouais, peut-être le côté sportif. Je pense. Peut-être le côté sportif, ouais. Et voilà. Ouais, c'est peut-être ça. Mais ouais, le côté, c'est un projet qui est parti de quasiment rien. C'est parti d'une réponse Instagram à une story, quoi. C'est parti de ça. Et le fait de faire marcher la boutique, de la faire se développer, le fait de rencontrer plein de monde, le fait de, développer le projet, je pense. C'est un plaisir au quotidien. Ok. Quelle est ta définition de la courtoisie? Ah, courtoisie. C'est une bonne question, ça. C'est presque une question piège d'une certaine façon, c'est ça que c'est un peu. Ça dépend de la définition en soi. C'est Einstein qui disait, on lui avait demandé est-ce qu'il croyait en Dieu. Il avait répondu dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois ou pas. Ah, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Comment est-ce que moi je perçois la courtoisie? La courtoisie. C'est une question de perception. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis sûr que ma définition va être très éloignée de la réalité. C'est sûr. La courtoisie, être courtois. Être courtois, pour moi, ça rejoint peut-être
la définition de la liberté, c'est on peut faire en gros tout ce qui ne nuit pas à autrui. Oui. Bon, et courtois, je pense que ce serait un peu la même chose, mais on peut dire ou faire tout ce qui n'est pas impactant de manière négative, on va dire, sur autrui. Voilà. Donc, par exemple, pas faire de remarques désobligeantes, des choses comme ça. Juste être gentil déjà, c'est déjà bien. Mais ouais, respecter l'autre et prendre en compte que ce qu'on dit, ça peut être mal perçu aussi, même si c'est pas forcément dit de manière négative. Surtout dans ton métier, du coup. Oui. Ouais, ça doit être très délicat quand même. Oui, je pense qu'il y en a qui pourraient se vexer si par exemple je dis qu'ils ont, je sais pas, une épaule basse, ils pourraient entendre je suis mal foutu quoi. Ouais. Et Oui, alors que ton but c'est quand même ouais, de c'est dire, ça. vous inquiétez pas, vous êtes très bien comme Oui, ça. c'est ça, exactement. Donc ça dépend aussi comment c'est perçu quoi. Mais globalement, ouais, c'est ça. Oui, donc la courtoisie est quand même bien présente dans ton métier, Oui, ah bah ça, oui. finalement. Ah bah il faut du tact, hein. Oui, Il faut du tact. oui, il y a quand même de l'humain derrière tout ça. Quand même. Oui, complètement. Et à part cette passion-là, est-ce que tu en as une qui te sort de ton quotidien? Alors ça, c'est un gros problème pour moi. Mhm. Parce que, pas du tout. Et en fait, Donc, tu es très entier en fait. ouais, mais en fait, pourquoi c'est un problème? Parce qu'au début, donc j'avais le master et la chaîne YouTube, et j'arrivais globalement à jongler entre les deux. Oui. À la fin du master, j'avais que la chaîne YouTube, et en fait, c'est des sollicitations permanentes. Et c'est tellement prenant, parce qu'en plus maintenant c'est mon métier. Donc vraiment de 8h du matin jusqu'à peut-être minuit, c'est que ça. C'est que ça, donc si je décroche pas, c'est très compliqué. Et il y a eu des périodes où c'était le rush, on va dire, et j'arrivais pas à décrocher, et donc... mais du coup ça peut être à double tranchant. Des fois c'est trop. Ah oui, bien sûr. Et pour le coup, en ce moment, c'est pas en ce moment, c'est juste que maintenant que c'est un travail, c'est aussi un travail, ça reste une passion. Je réponds, déjà j'ai désactivé les notifications. Déjà c'est une première étape très importante, de ne pas être sursollicité, parce qu'on voit le message, on a envie d'y répondre. En plus on reçoit des messages le dimanche, on reçoit des messages le soir, on reçoit des messages en vacances, en fait on reçoit des messages tout le temps. Ouais, donc c'est pas toujours, ouais. Sur le plan productif et qualité, ça doit être... C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc mentalement, il faut réussir à décrocher. C'est pour ça que maintenant, je me remets un peu au sport quand même. Ça, c'est quelque chose qui était très présent au collège-lycée. À la fac, beaucoup moins. Et maintenant qu'on travaille, en fait, c'est dur. Du coup, en fait, ma vie professionnelle commence que depuis un an. Et concilier le travail et un métier, en fait, ben, c'est vraiment pas simple, quoi. Je me rends compte que c'est pas simple du tout. Si on se lève pas tôt ou on finit pas tard, globalement, il n'y a pas tant d'occasions de ça que de faire du sport. Donc j'essaie d'en trouver. Donc j'ai mes petites activités sportives à droite à gauche. Donc c'est un challenge personnel. Ouais. De réussir à sortir de ta passion. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je suis en quête totale d'équilibre un peu partout. Et quand c'est trop déséquilibré, ça se ressent tout le temps, de toute façon. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. De toute façon, je crois que c'est ma mère qui dit ça. C'est toujours une question d'équilibre. Vraiment, travail, pas travail, le sommeil, même la nourriture. Hein, les bonnes choses, les mauvaises choses. C'est toujours une question d'équilibre, donc c'est le plus important. Tout le temps, en permanence. Mais on continue quand même beaucoup d'apprendre soi-même. Ouais. Déjà qu'on n'est pas tous pareils, avec ce niveau-là. Et puis on n'a pas les mêmes équipes. Pour certains, ça peut très mal leur convenir de faire des journées de 20 heures. Quoi. C'est pas mon cas, mais même si on fait des grosses journées, certains vont se retrouver parce que c'est la anime plus que tout et ils n'ont pas forcément besoin de plus dormir ou de faire plus de sport ou faire plus d'autres choses, quoi. Donc un petit peu le sport, il y a un petit peu les montres en ce moment, beaucoup de montres. C'est pas une passion, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est investissement, mine de rien, sur le très long terme. Donc j'ai créé mon petit PEA, machin, j'achète mes petits ETF, et même si c'est pas grand chose, juste le fait de s'intéresser à ça, je trouve ça... Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc ouais, le sport, les montres, les investissements globalement, et puis je sais pas ça quoi. La vie perso aussi, travailler à ce que la vie perso soit au top. Ouais. Ça c'est prend. C'est vrai que c'est un travail effectivement. Ouais. On n'y pense pas, mais ça nous demande un investissement personnel. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément naturel, et puis j'essaie de faire au mieux quoi. Non, mais c'est super, hein, déjà avoir la volonté, je pense qu'on a fait plus que 50%. Oui, ça vient déjà de là. Oui, sans aucun doute. Bon, la réponse est évidente. Est-ce que l'art sartorien est compatible avec ton métier? Plus que ça encore. Voilà, c'est plus que ça, c'est même ta passion. C'est plus que compatible. Ouais, c'est plus que compatible. Ceci dit, tous les clients ne sont pas des sartos. Donc, Et justement, ça doit être encore plus passionnant pour toi qui aime le challenge, d'essayer presque de les convertir, en tout cas d'ouvrir une curiosité. C'est ça, exactement. C'est pour ça que par exemple, il n'y a pas beaucoup de costumes dans la boutique qui sont un peu sartos. Pour montrer autre chose, parce qu'en fait, moi je suis un fan de costumes croisés. En prêt-à-porter,
Ouais, il y a mon smoking qui est là-bas, il y en a un autre que j'ai glissé ici. Et puis au quotidien, je porte très souvent un costume croisé. Mais en fait, en prêt-à-porter, ça existe. Alors à Paris, il y en a. Et encore, même à Paris, c'est assez rare en fait. Il y a quelques enseignes, mais globalement, c'est pas la norme. À Caen, il y en a zéro. Donc en fait, les clients qui viennent, ils ont peut-être vu sur Instagram, etc., mais ils n'ont jamais pu essayer le costume croisé. Ouais, donc ils connaissent pas Ouais, tout court, en fait. c'est ça. Soit il y a les parents, les grands-parents qui ont déjà vu, parce que c'était à l'ancienne comme ça qu'on faisait. Bon, on en portait plus facilement avant. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Du coup, je suis très content d'avoir mes costumes et je suis très content de faire beaucoup de costumes croisés aussi. Donc ça, j'aime beaucoup. Les gabarits, on parle des gabarits. J'ai fait des gabarits de costumes avec des revers à 7,5. C'est pas extrêmement large, mais certains vont trouver ça très bien. Mais ça peut déjà orienter à faire un peu plus. Même s'il reste à 7,5, c'est déjà plus qu'en prêt-à-porter. Je suis déjà content. Mais si j'essaie toujours de motiver à faire un peu plus, les chemises, pareil, j'ai fait des cols un tout petit peu plus généreux que. Toujours dans le but de pousser, parce qu'en fait, je trouve ça plus élégant. Aussi que ça existe, qu'il y a une fantaisie possible chez l'homme. Et en plus, c'est quelque chose qui est très intéressant avec les. C'est pas tant le sarto, c'est surtout les revers larges et les épaules structurées. Ce qui se fait beaucoup chez les sartos, mais en fait, comment dire, c'est quelque chose qui est assez implicite, mais naturellement, les silhouettes masculines qu'on trouve attrayantes, que ce soit moi vis-à-vis de moi-même, ou que ce soit les autres vis-à-vis de moi-même, c'est ce qu'on voit chez les mannequins, c'est un ratio extrêmement bête entre la largeur des épaules et le tour de taille. La fameuse silhouette en V. La fameuse. Et en fait, il y a plein de détails qui peuvent accentuer ça. Et c'est pour ça qu'on va trouver ça élégant. Donc par exemple, une épaule qui est plus structurée, ça va donner plus de largeur à la carrure au niveau de l'épaule. Et donc ça va mathématiquement influencer sur le fameux V. C'est pour ça qu'on aime bien les costumes. Si on pose la question qu'est-ce qu'une bonne coupe à quelqu'un, ils vont tous dire c'est une coupe qui est ajustée, qui met en valeur la silhouette, qui suit le corps sans le mouler. Globalement, c'est toujours pareil. Donc sur la veste, c'est pour ça que même si on regarde la veste là-bas, en fait au niveau des hanches, c'est assez marqué. Et au niveau des épaules, c'est très structuré. Et en fait, le revers dessine lui aussi un V. Si on regarde le revers, ça fait un V. Hein. Ça fait un V. Et en fait, plus il part de loin, plus on accentue encore ce V-là. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et c'est pas fini, parce que c'est une petite astuce perso qu'on fait tous chez Blanc des Lois. C'est la position du bouton. Alors ça peut paraître anecdotique. Ça peut causer, s'il est trop haut, ça peut poser des problèmes de comment la veste tombe. Mais en fait, j'essaie de toujours faire en sorte que le bouton se boutonne à l'endroit où la taille est la plus fine. Donc souvent, je me retrouve à bien serrer la... Exactement, en fait, on fait une ligne, on pose le bouton sur cette ligne-là, et du coup, on a les épaules très marquées avec la taille, tout pointe vers la taille. Ouais. Et du coup, c'est souvent ça que nous, on trouve plus esthétique. Et c'est les études qui le prouvent aussi. Hein. Mais, les fameux détails qui sont insoupçonnables, mais qui font toute la différence. C'est ça. Excellent, j'ai déjà appris un truc. C'est ça, donc globalement c'est ça. Mais en fait à la base c'est juste des études, hein. C'est l'argent des épaules, tour de taille, c'est juste ça. Et puis après nous c'est comment nous on l'interprète avec le costume quoi, mais globalement c'est ça quoi. C'est merveilleux, comme quoi le monde masculin est bien plus intéressant que ce que l'on peut croire. Je suis bien heureuse de pouvoir en parler. Justement, un homme bien habillé, avec tous ces détails, est-ce que ça donne l'impression de ne pas être abordable parce que trop précieux, parce qu'il joue justement sur les détails? En fait, justement, ça dépend de ce qu'on entend par trop bien habillé, enfin bien habillé ou trop bien habillé. Le plus important, ce que je dis pareil à tous mes clients, il n'y en a pas un qui est sorti et qui n'a pas entendu cette phrase-là, il faut que le costume vous ressemble. Donc que ce soit un costume ou une autre tenue d'ailleurs. Mais si on met un costume qui ne nous ressemble pas, alors déjà ça va se ressentir, parce que nous, on ne sera pas à l'aise dedans, on se sentira déguisé. Je suis sûr qu'on va se mettre à faire des actions ou des gestes qui sortent de nulle part parce qu'on n'est pas à 100% à l'aise. Et ça va se ressentir en plus de l'autre côté. Donc vraiment, c'est désastreux. Et donc en fait, je pense qu'à partir du moment où le costume qu'on porte nous ressemble, ce ne sera jamais perçu de manière ostentatoire du côté en face. Tant que ça nous ressemble. D'accord. C'est pour ça que moi, mes costumes sont tous très différents. Donc j'ai des costumes J'en ai un qui est extrêmement structuré. Parce que je voulais faire un costume business le plus business possible. Et puis des fois, j'aime bien des costumes extrêmement déstructurés. Parce que c'est aussi moi, j'aime ce côté très naturel, très chill, très cool quoi. Mais j'aime autant le côté très élégant, très formel, pas strict mais presque. Je trouve que ça dégage autre chose. Donc en fonction des rendez-vous et tout ça, on a oui, on envoie une autre image. De toi, Exactement. Ouais, mais les deux sont une partie de moi, c'est aussi important. C'est pas, ça aurait pu être un déguisement, mais pas du tout. Oui, en fait, tu racontes l'histoire que tu veux. Mais... C'est ça, avec le costume. C'est ça. C'est pour ça que j'ai plein de costumes bleus, mais c'est jamais le même bleu, c'est jamais la même matière, c'est jamais les mêmes détails, c'est jamais les mêmes épaules, c'est jamais la même coupe, tout est toujours différent. Quoi.
Alors que beaucoup pourraient dire justement oui, c'est un costume bleu. Ouais, c'est ça. Non. Pas du tout. T'as rien compris. C'est ça, t'as rien compris. Attends, assis-toi, je vais t'expliquer. C'est ça. Et quelle est ta règle vestimentaire absolue? Ça sur laquelle... Bah, je vais pas répéter ce que je viens de dire, mais globalement, ce serait ça, si jamais. D'accord. C'est être raccord avec qui on est. La règle vestimentaire absolue. C'est dur. Et oui. C'est dur. Je suis à deux doigts de botter en touche et répéter ce que je viens de dire. Mais quand tu dis règle, c'est dans quel sens Vraiment la règle, quoi, la base, enfin quelque chose qui pour toi comment dire, dirige ta façon de t'habiller. Alors, ça va reprendre un tout petit peu ce que j'ai dit avant, mais pas vraiment. Possible, Avant, je parlais d'être raccord avec soi-même, je dirais aussi d'être raccord avec les événements qu'on va vivre dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans ce qu'on veut. Oui. Par exemple, un mariage, venir sous-habillé, je trouve pas ça très respectueux. Au contraire, un invité qui vient trop habillé, je trouve pas ça respectueux non plus. C'est l'attire toute l'attention sur bah c'est ça, quelqu'un qui vient qui est invité à un mariage, qui arrive en costume 3 pièces, petite fleur, boutonnière, pince à cravate, le petit bijou, le pin, ce qu'on veut. Et en blanc. Ouais, exactement. Et en blanc. Ouais, ça se fait pas trop. Donc ça fait ça. Après, ouais, ça m'arrive d'être invité à des événements, d'aller à la banque, d'aller à je sais pas, des cocktails, des inaugurations, des rendez-vous, plein d'événements comme ça. Et c'est ça que je trouve ça. Alors, je vais raconter une anecdote, ça va être marrant parce que c'est juste parfaitement ce que je viens de dire. C'est d'être raccord avec les événements en question. Ne jamais venir sous-habillé, mais jamais venir trop habillé. Et anecdote du coup, Master 2, j'avais 2 euros la même journée. Et le matin, c'était un oral c'était du droit privé, mais on va dire. C'était quoi exactement? C'était un des rares profs qui était un ancien doyen et qui portait le costume déjà en cours. Il faisait partie des rares profs qui portaient le costume en cours. Et c'était du droit privé, on va dire droit des entreprises, pour faire simple. Et quelques heures après, j'avais un oral du coup avec la meilleure prof de Caen en droit des étrangers, qui est une matière 100% différente. Alors, je peux vous assurer que c'est la meilleure prof de Caen, elle venait pas en costume parce que c'est pas raccord avec l'environnement. Et le matin, je suis venu du coup en costume, sans cravate, pareil pour pas trop, pour pas qu'ils se sentent, C'est ça. ouais, exactement, trop challengés, exactement. Donc je suis venu en costume plutôt élégant, chemise, etc. Et par contre, l'après-midi, je me suis changé. D'accord. Parce que c'était pas... exactement. Et je trouve ça incroyable, le potentiel caméléon, l'effet caméléon en tout cas du costume et de toutes les tenues. Pouvoir s'adapter, pareil, à un auditoire, à une prof, à un oral, à un entretien d'embauche. Pas faire tâche. Exactement. On vient pas habillé pareil si on postule dans une boîte en banque que si on va au McDonald's, on va pas venir en 3 pièces par exemple au McDo. Bah, déjà on te dirait non monsieur, qu'est-ce que ouais, exactement. Et en plus c'est même pas pour dénigrer McDo, c'est juste que c'est pas l'ambiance. Donc juste être raccord avec l'ambiance. Quand je viens à des cocktails qui sont pas forcément dans le milieu du costume, par exemple il y a un petit déj qui est organisé il y a pas longtemps pour quelqu'un qui vient d'ouvrir là-bas, je vais pas arriver en costume 3 pièces. Je vais peut-être mettre la petite veste parce que je reste quand même un peu élégant et peut-être un chino ou un jean, une tenue un peu décontractée. Oui, que c'est l'identité de oui, c'est ça. Ça reste faut pas trop en faire. Quoi. Mais oui, l'intelligence de la situation en fait. C'est ça, exactement. Non, mais c'est très intéressant. Tu es le premier à m'apprendre ça. Je trouve ça. Ah, super. Non, j'aime beaucoup justement. Ça porte un peu plus. Ça tire même sur la philosophie de cette façon. Mais c'est beaucoup ça. Hein. En fait, le vêtement, c'est qui on est à l'intérieur et comment est-ce que ça se répercute à l'extérieur. C'est 100% ça. En soi, c'est l'une des fonctions du vêtement. C'est la fonction première, c'est se protéger. Mais pas que aujourd'hui. Enfin, on n'en est plus justement. C'est un moyen d'expression. Ouais. C'est ça. Il y en a même qui s'habillent quasiment plus. Donc, exactement. Il n'y a plus seulement comme fonction de protéger. Quoi. Exactement. Les dernières questions. Cite-moi un objet inutilement beau. Enfin, qui est pour toi inutilement beau. Pour rejoindre un petit peu ce que dit Hugo Jacomet, qui parle justement de cette beauté futile. Oui, qui sert à rien. La cravate, par exemple, ça n'a aucune utilité fonctionnelle, la cravate. Et pourtant, on doit en porter. Quoi. Mais non, je dirais pas la cravate. Pour le coup, je dirais les montres en général. Enfin, en tout cas, moi, de ma façon dont je les porte. Ouais. Par exemple, ça, c'est une montre que je me suis offert du coup, pour l'ouverture de la boutique. Et en fait, donc c'est une montre qui n'est pas donnée. Mais c'est une montre qui est à quartz, c'est même pas une montre mécanique ou quoi que ce soit. Et en fait, je la porte pas du tout pour qu'elle donne l'heure. C'est un accessoire. Techniquement parlant, la montre, ça donne l'heure. Moi, je la porte pas pour... Enfin, c'est pas ça du tout. Donc, en soi, elle me sert à rien en termes de fonctionnalité. C'est plus le bijou que c'est que j'aime beaucoup. C'est un peu comme les costumes, hein. C'est toujours des
toujours des formes, c'est des textures, ça dégage quelque chose. Et je suis très réceptif à ça. Et elle me sert vraiment à rien. Elle me sert vraiment à rien. Et c'est un plaisir de juste porter l'objet, même si je porte toutes mes montres arrêtées. Hein. Oui. Alors celle-là, j'avoue, je sais pas si je me remettrai pas une petite pile quand même, mais toutes les autres montres que j'ai, elles sont arrêtées. J'ai des montres mécaniques que je remonte pas, j'ai des montres à quartz, j'ai même pas la pile dedans, et je les porte arrêtées, parce que c'est pas ça que je cherche. Je fais comme toi. Moi, je sais qu'on est beaucoup, alors on n'est pas la majorité, mais je sais qu'on est beaucoup à porter la montre comme un bijou, comme un objet, plus que comme une fonctionnalité. Et je regarde, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux montres en ce moment aussi. Mais oui, c'est pas quelque chose c'est vraiment inutile. Hein. C'est inutile. Mais surtout aujourd'hui. Ouais. Moi je regarde l'heure sur mon téléphone, hein. Je regarde jamais l'heure sur ma montre. Et donc c'est ça qui est chouette. Donc le côté inutile et en même temps ça marque aussi ça. Alors ce que j'aime bien dire c'est que la montre ça donne l'heure quand même, mais ça arrête le temps au moment où l'a acheté. Et ça j'aime bien. Quand même, ouais. Par exemple, la montre, je sais exactement quand je l'ai acheté, je sais pourquoi je l'ai acheté. Et en fait, alors ce qui est marrant aussi, parce que du coup je peux raconter ça, c'est que c'était juste après les travaux, donc c'était pour l'ouverture. Et comme je te racontais, rien ne s'est passé comme prévu. Même l'achat de ces montres s'est pas passé comme prévu. On m'a dit donc vraiment, quoi, ça exactement. À la base, je l'ai vu à Paris. Après, j'avais hésité. Puis après, je l'ai vu. On était en voyage c'était à Rome. Je voulais l'acheter à Rome. Ça n'a pas pu se faire. Je suis retourné à Paris. Ils n'avaient pas la montre. Ah oui, donc 2 fois en plus. 3 fois. 3 fois en tout, j'ai voulu l'acheter. Ouais, t'étais tenace. Hein, exactement. Franchement, la deuxième fois, je me serais dit. Et au bout, ouais. J'avais fait un aller-retour à Paris juste pour l'acheter, genre la même journée. Je suis venu vraiment pour rien. Et je me dis, ouais, elle représente parfaitement toute cette étape d'ouverture. Il n'y a jamais rien qui se passe. En fait. Exactement. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. J'ai des montres qui me rappellent le confinement, parce que j'avais acheté une pour un confinement. D'autres, ça va être ma première montre, d'autres, ça va être des cadeaux, etc. Donc j'aime bien ça. Oui, c'est très intéressant avec tout ça qui se rassemble dans une montre. Exactement. Alors qu'on pourrait se dire, oui, c'est juste un objet. Ouais, mon frère il me dit, mais pourquoi tu aimes les montres? C'est compliqué à expliquer. C'est une démarche, quoi. Je pense que oui, il faut l'avoir vécu un petit peu. Mais c'est comme beaucoup de passions. Hein. Il y a des passions, on ne les comprend pas. Le fameux dîner de con. Exactement. Les fameux. Ouais, exactement. Parce que moi aussi, je passais pour une débile ou une folle liée quand je me portais les montres de mon compagnon qui sont pétées. Ouais. Dont une qui me rappelle une autre rencontre. En fait, on s'est abordé parce que j'avais vu sa montre et je trouvais très belle. Génial. Et c'est une montre qui ne fonctionne pas. Ok. Je crois que même que les aiguilles, elles se baladent. Ah oui, d'accord. Comme ça. Ouais, donc typiquement, c'est pas la montre en elle-même, quoi. C'est ce que ça évoque. C'est complètement. Et même, je la trouve belle en plus. Donc, ouais, puis pour le coup, je trouve qu'elle me représente bien, quoi. C'est pas quelque chose qui est trop. C'est comme pour les costumes, ça dégage quelque chose d'autre. Donc là, typiquement, j'ai acheté une montre qui va pas tarder à arriver, j'espère. Et elle dégage complètement quelque chose d'autre aussi. Et comme pour les costumes, ça permet de jongler, quoi, en fonction du mood de la journée, de ce qu'on veut dégager. La montre, ça a le même effet, quoi. C'est magnifique parce que tu peux raconter une histoire de toi-même et même t'en rappeler. Exactement. C'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Bon, rien à voir. Ouais. Mais ta réponse m'intéresse. Quelle est ton alternative au sweat? Le vêtement vraiment confort, crever après une journée de travail. Le sweat à capuche ou pas forcément capuche? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, moi, c'est marrant parce que je suis un grand fan de hoodie, de sweat à capuche. J'ai une collection avec plein de couleurs chez moi. J'adore porter ça. Et justement, il y avait une question qu'on m'avait posée, c'était pour le compte Instagram Blandin des Lois. C'est quelle est ma tenue du week-end? Et je sais que tout le monde a raconté, ouais, je mets un petit gilet enflammé, avec machin, etc. Moi, pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas la bonne réponse. Exactement. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est pour ça que c'est ça qui est chouette. C'est que moi, j'aime beaucoup porter ça parce que, encore une fois, ça dégage quelque chose d'autre et j'aime bien aussi ce côté complètement décontracté. On peut me voir dans la rue, on me reconnaît pas. Ça me fait rire parce que pendant que je faisais les travaux cet été, il y a le livreur qui passe quand même très souvent, qui est venu me livrer un colis, qui m'a vu faire les travaux, qui m'a pas reconnu. Et il est reparti. Il a pas essayé de me livrer parce qu'il m'a pas reconnu. J'avais un ouvrier, j'avais pas confiance. Exactement. Au contraire, les habitants qui sont autour, qui m'ont vu en tenue de travaux pendant un an, enfin quelques mois, qui m'ont vu après en costume, ça me fait mon alternative au hoodie. Mais peut-être que du coup, tu n'en as pas. Ou alors un très bon hoodie. Ah oui, j'achète des bons hoodies quand même. Ah là, déjà, ça peut jouer. Hein. J'achète des bons hoodies. Mais j'essaie d'imaginer le contexte, ouais, c'est un peu porté à la cool, etc. Ça peut être soit un col rond classique en laine, par exemple, un col rond classique, ça peut être une surchemise, c'est toujours chouette aussi, avoir des surchemises dans des belles matières qui sont très très chouettes. Ça c'est chouette, j'aime bien ça. Ça peut être un cardi, quoi.
Ça peut être dans les alternatives plus élégantes, quoi. Mais ouais, globalement, je dirais ça. D'accord. Et dernière question, la paire de chaussures qui te fait sentir un autre homme. Ah. Ah. Alors moi, j'ai découvert les doubles boucles cette année. Et j'ai plusieurs paires de chaussures, mais l'hiver, je crois que c'est celle que je porte le plus tout le temps. Et j'aime bien ce que ça dégage. Je trouve que ça change des chaussures échelieu, derby, etc. J'aime bien ça. C'est Ouais. moins commun, effectivement. Ouais, ça se fait bon, mais ça revient énormément. Et Oui, sans doute. ça revient beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'en porte l'hiver quand j'en porte, du coup, ça motive peut-être les gens à en faire aussi. Mais il y a même la petite patine Bordeaux qui est ici, qui est très très chouette. C'est vrai que cette couleur, je la trouve très, Ouais. très belle. Le Bordeaux, c'est sous-côté. Hein. C'est sous-côté. Oui. Avec du bleu marine, c'est incroyable. Vraiment, c'est une sorte de nouveau marron. Pour changer du marron, c'est une super idée, quoi. Donc ouais, moi à première réponse, je dirais une paire de double boucles, parce que je me sens très à l'aise. Je trouve qu'il y a un côté quand même, mine de rien, un peu sport, mais en même temps très élégant. C'est un mélange, je trouve que c'est un savant équilibre. Si on voit le Pitti Uomo, il porte tout ça quasiment. Il y a un côté très italien, très élégant. Oui, non, effectivement, t'as raison. Il porte beaucoup ça, mais il y a aussi un côté un peu plus décontracté où je pense que même avec un chino ça passe. Ouais. Alors qu'une paire de Richelieu avec un chino c'est plus touchy. Donc je trouve que c'est plus polyvalent et ouais, je pense qu'on peut l'habiller de plein de façons différentes. C'est de la bonne chaussure à avoir, selon toi. Ouais, moi je conseille tout le monde aux petites paires de double boucle. Convertissez-vous. Exactement. Bordeaux, Ouais. s'il vous plaît. Exactement. C'est vrai qu'avec un bleu, ça va être magnifique. Ouais, c'est sublime. Ça va très bien faire ressortir les deux d'ailleurs. Et le costume. Du coup, j'ai bien travaillé les tenues dans leur entièreté. En fait, comme on peut choisir la couleur des doublures aussi. C'est sympa, costume bleu, doublure Bordeaux, double boucle Bordeaux avec des petits détails à droite à gauche. Pour les mariés, tu dois te lâcher parce qu'effectivement, on a vu que c'est la tenue. Ah ouais, j'adore. Moi, j'adore. L'avantage, c'est que comme on fait tout en boutique, enfin, on peut tout faire en boutique, après, c'est à eux de voir aussi s'ils veulent tout faire ici ou pas. Mais en fait, on peut penser la tenue dans la globalité. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que même sur la forme des chaussures, sur la patine des chaussures qui peut rappeler tel emplacement du costume. Ouais, en fait, on a, par exemple, là, j'ai fait un queue de pied pour un client. Et du coup, le pantalon classique, c'est le frac, donc le gris et noir avec des rayures. Et en chaussures, du coup, il a fait une paire de Richelieu, mais avec une patine grise très marquée. Donc en fait, sur les extérieurs, ce sera noir très foncé, qui va rappeler un peu le noir du frac, et le gris qui va rappeler aussi le pantalon. Ça devait stylé quand même. Ouais, donc ça, c'était il y a 1 ou 2 jours. Donc, vraiment, c'est hyper récent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, du coup, on peut penser les tenues dans leur globalité. Même en fonction de la forme de la poche, la forme du revers, ça peut induire la forme des manches de la chemise, par exemple. Si on aime bien tout ce qui est très arrondi, les poches poitrine très arrondies, on peut faire des poignées qui sont aussi très arrondies pour faire écho un peu à tout l'ensemble, quoi. Et ouais. Il y a toujours une histoire des détails qui font tout. Ouais, j'adore ça. Ouais, j'adore. Au niveau des couleurs et des détails, ouais. C'est très chouette. Très chouette. Convertissez. Venez en boutique. C'est le mot de la fin, c'est merveilleux. Exactement. C'était le moment de